Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à toutes les personnes qui se sont connectées et qui nous suivent. Je suis ravie d'être là parmi vous et de modérer cette session qui est consacrée aux opportunités de développement des entreprises inclusives en Tunisie, et ce dans le cadre du forum annuel 2021 de Business Call to Action. Et je remercie à cet effet Business Call to Action pour l'invitation à jouer le rôle de modérateur. Je suis aussi ravie de pouvoir interagir avec un panel de qualité aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir d'introduire Madame Ouelay Qasmi, qui est la Chief Executive Officer de WeCoat, donc qui intervient dans le domaine de la formation et du renforcement de capacité des jeunes, je dirais de 18 à 35 ans, pour les accompagner dans l'intégration du marché du travail dans le domaine du digital. J'ai aussi le plaisir de présenter Monsieur Hatem Zitouni, qui est le Senior Manager ESG du groupe Belize Danone, donc dans le secteur de l'industrie agroalimentaire, et Monsieur Khairuddin Kehia, qui est le responsable de la stratégie agricole et environnementale de Enda Tamil dans le secteur de la microfinance. Alors, l'objectif de cette session sera de discuter les opportunités de développement des entreprises inclusives en Tunisie, d'échanger avec nos invités sur leurs expériences respectives et aussi de discuter les défis au développement des entreprises inclusives en Tunisie et comment les adresser. Mais peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, il conviendrait de préciser quelques concepts et terminologies, je dirais, de manière à ce qu'on soit vraiment bien aligné sur les notions que nous allons discuter pendant toute cette heure de discussion. Donc, on parle des entreprises inclusives. Et donc, il convient de préciser ce qu'on entend par entreprise inclusive. Donc, ce sont en général les entreprises qui vont intégrer les populations à faible revenu, ce qu'on appelle les populations de la base de la pyramide ou à la base de la pyramide économique, donc de les intégrer dans les chaînes de valeur, que ce soit fournisseurs ou employés ou distributeurs ou clients. Donc, elles appellent à de nouveaux business models, à de nouveaux marchés, à de nouvelles approches innovantes qui permettent de mieux servir les populations qui sont au bas de la pyramide. Et donc, forcément, elles ont un impact en termes de revenus pour ces populations-là, mais donc en termes de rentabilité, je dirais, mais l'impact social est également très, très important dans le sens où elles contribuent à l'inclusion de ces populations les plus démunies et contribuent par là même donc à la lutte contre la pauvreté. Alors, quand on parle de base de la pyramide, c'est un concept qui est important dans le sens où il fait référence à un modèle de développement économique qui permet d'inclure une grande partie de la population considérée comme pauvre. On estime la base de la pyramide au niveau mondial à environ 4,5 milliards de personnes dans le monde. Et donc, ces populations pauvres représentent une part importante. Et donc, c'est important pour ces entreprises-là de s'engager dans la libération du potentiel économique de ces marchés qui seront difficiles d'accès, et de les intégrer de manière à pouvoir les accompagner aussi dans le lancement de projets, dans la génération de revenus et aussi donc de participer à la lutte contre la pauvreté. Donc l'approche ou le concept de base de la pyramide ou de construire des business models selon ou orienter intégration de la base de la pyramide est un moyen de répondre aux inégalités socio-économiques et de participer à la lutte contre la pauvreté et aussi de contribuer à l'atteinte des ODD. Alors, en général, les secteurs, et là je vais me baser sur la Tunisie, les secteurs qui sont les plus à même de pouvoir développer des entreprises inclusives. Et je dirais là où en Tunisie actuellement, il y a de plus en plus d'entreprises inclusives, je dirais les secteurs, par exemple, de la grande consommation et de l'agroalimentaire, qui représente à peu près un peu plus de 35% du marché de la base de la pyramide en Tunisie. Suit ce secteur, celui de la microfinance, par le développement
de produits, d'outils de financement qui répondent vraiment aux besoins des populations à faible revenu, à travers les microcrédits, à travers la microassurance, les paiements mobiles, etc. Après, il y a d'autres secteurs où on trouve des entreprises inclusives, mais peut-être pas encore peu structurées et pas assez représentées. Et je citerai le domaine de la formation et de l'éducation en plus de la technologie. Et c'est un peu donc ce qui a conditionné aussi le choix de nos invités aujourd'hui. Donc, l'enjeu des entreprises inclusives est un enjeu énorme. C'est un enjeu en termes d'inclusion socio-économique dans une, je dirais, dans une économie, la Tunisie, qui a été vraiment beaucoup fragilisée par les 10 années de transition économique compliquée, je dirais, depuis 2011, mais encore plus aussi avec la crise du Covid-19 et l'impact vraiment sans précédent dans l'histoire du pays avec une croissance ou une récession, je dirais, de plus de 8%, et la crise continue encore en 2021. Et puis l'enjeu est aussi énorme en termes de chômage, parce que si on prend la population des jeunes, le taux de chômage des jeunes entre 15 et 24 ans est supérieur à 40% en Tunisie aujourd'hui, comparé à une moyenne nationale de 18%. Donc, l'enjeu est aussi énorme à ce niveau. Alors, le PNUD de Tunisie et Business Call to Action sont sur le point de publier un rapport sur l'état de l'entreprise inclusive en Tunisie. Et là, j'aimerais rapidement partager avec vous quelques conclusions et recommandations. La première conclusion que j'émettrai, c'est que c'est un concept encore vraiment peu connu et développé en Tunisie, malheureusement. Et c'est-à-dire, c'est les quelques entreprises, je dirais, qui sont classées ou considérées comme entreprises inclusives de par leur business model, sont des entreprises qui ne sont finalement pas vraiment dotées ou insuffisamment dotées d'outils qui permettent de mesurer l'impact social de ce qu'elles font ou de leur contribution à l'atteinte des ODD. Donc, il y a réellement un manque d'information à ce niveau et de recherche et d'outils au niveau de ces concepts-là. Après, il y a aussi un manque de réglementation, une réglementation peut-être inappropriée et aussi bien, je dirais, réglementation qu'incitation. Donc, incitation spécifique au développement de modèles inclusifs. Donc, c'est important de travailler, et parmi les recommandations, de travailler sur un cadre réglementaire qui soit idoine, qui soit capable d'accompagner ces entreprises inclusives et de lever les barrières réglementaires, de développer aussi tout l'écosystème d'incitation financière et de développer des outils de financement alternatifs mais innovants pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises inclusives, mais aussi, surtout, travailler sur une stratégie de communication et de plaidoyer pour développer les entreprises inclusives et aussi travailler sur un renforcement de l'infrastructure et un renforcement de capacité des acteurs de l'écosystème pour pouvoir faire émerger cette approche, ce business model en Tunisie. Alors, je vais commencer par un premier tour de table. Par rapport à ce que je viens de développer très rapidement, et ça serait un peu notre point de départ pour notre discussion. Si vous permettez, donc, chers invités, j'aimerais avoir un peu votre feedback sur ces principales conclusions et recommandations de ce rapport. Vous avez eu l'occasion de voir en exclusivité. Alors, si c'est possible d'intervenir, puisqu'on a seulement 1 heure et qu'on a encore d'autres aspects à développer, donc, si possible, de ne pas dépasser 3 minutes par intervenant et de nous donner un peu votre feedback selon votre domaine de spécialité. Donc, je vais commencer peut-être par Ouellet et de l'angle de la professionnelle de tout ce qui est renforcement de capacité et formation dans le domaine du digital et auprès des jeunes. Donc, votre feedback sur ces conclusions et ces recommandations. Merci. À vous, Ouellet. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci de nous offrir l'opportunité de faire partie de ce panel. Donc, concernant en fait la position de WeCode, je redéfinis WeCode. WeCode, c'est une plateforme qui permet aux jeunes d'avoir accès à des formations orientées marché et spécialement des formations dans l'économie numérique. Et on a commencé cette alternative pour répondre à une question c'est une question sociale, d'ordre public, qui est le chômage.
en Tunisie, et pas qu'en Tunisie, on parle du chômage dans la région, dans le continent, qui est le continent le plus jeune, et on parle aussi d'une économie qui est en train de changer sur le plan international. Du coup, quand on parle d'économie, on parle d'un nouveau set of skills, de nouvelles compétences dont le marché a besoin. Et dans votre introduction, et je pense aussi dans le rapport ou dans la façon dont on approche la question de l'entreprise inclusive, on a tendance à dire qu'on est en train de servir sur une population marginalisée, qui est vrai, mais de notre côté, on voit ça comme une opportunité. En fait, quand il y a une économie qui est en manque de compétences, et quand on est dans un pays jeune, notre rôle, c'est de chercher comment préparer notre jeunesse à cette économie-là, comment donner une alternative d'apprentissage adéquate pour que nos jeunes, qui sont notre capital, parce que tout le temps on dit en Tunisie, c'est le capital humain, notre jeunesse, comment investir dans cette jeunesse pour qu'elle soit réellement un potentiel et une opportunité pour une croissance économique. Je pense qu'on a parlé aussi de advocacy, on a parlé de réglementation, comment on doit, ou bien comment le législateur qui n'existe pas là maintenant, ou comment les autorités, les décideurs doivent se comporter avec la question des entreprises inclusives. On a eu un cadre légal qui a été voté en 2020, début 2020, je pense juste avant la pandémie, un cadre sur l'économie sociale et solidaire qui met une sorte de label, une sorte de comité pour certifier les entreprises qu'elles sont inclusives, qu'elles sont des entreprises sociales, qu'elles œuvrent pour le bien commun. Dans cette loi aussi, il y a l'opportunité de créer des fonds d'investissement dans les entreprises à impact. Jusque-là, tout le monde est au courant de ce qui se passe en Tunisie. Je ne sais pas quand est-ce que cette loi ou bien les textes qui organisent cette loi, quand est-ce que l'autorité, on a donné la gestion de cette loi à l'ANETI, l'Agence nationale de l'emploi indépendant et du travail et de l'emploi indépendant. Mais je pense qu'elle est toujours dans les casiers. On n'a pas encore sorti les textes qui officiellement pourront donner l'opportunité aux entreprises d'avoir le label des entreprises inclusives. Mais comme vous voyez, il y a Enda, il y a Delis Holding, il y a WeCode, il y a d'autres entreprises. Nous, on est une start-up plutôt. Et on essaie dans notre travail d'être le plus inclusif possible en formant des jeunes qui n'ont pas forcément accès à des bourses, en offrant des opportunités d'apprentissage un peu partout dans tous les gouvernorats. On va jusqu'aux étudiants dans les universités, on leur apprend parfois gratuitement, ou bien on mobilise des bourses chez les organismes internationaux, chez les gouvernements, pour pouvoir offrir une égalité des chances et surtout s'assurer qu'on est en train de donner cette opportunité à tout le monde. Oui, merci beaucoup, Waleh. Peut-être qu'on va revenir justement dans le deuxième tour de table, je dirais, à votre expérience spécifique et comment vous intervenez dans votre domaine justement pour travailler sur ou favoriser l'inclusion, en tout cas des jeunes. Et vous le dites très bien, préparer cette jeunesse aux nouveaux enjeux économiques et comment vous accompagnez cela. Mais peut-être je vais aller vers Hatem Zitouni, donc Delis Holding, et donc il travaille aussi dans une entreprise qui est considérée comme une entreprise inclusive dans le domaine de l'agroalimentaire, des industries agroalimentaires. Et par rapport un peu à ce qu'on vient de développer comme conclusion, recommandation, où elle met l'accent sur le principal blocage réglementaire. On vote des lois, mais il n'y a pas les décrets d'application par la suite, plus d'un an après. Donc voilà. Donc il y a un cadre, tout un cadre à planter, mais encore une fois, c'est tout le temps qu'on perd aussi sur la mise en œuvre
réellement, effectivement, de ce cadre-là. Donc, j'aimerais un peu avoir aussi votre avis sur ces recommandations d'une manière générale, et de votre point de vue et du point de vue de l'industrie agroalimentaire. À vous, Sirat. Merci. Donc, merci beaucoup, Madame Asma. Je remercie énormément le BCTA et le PNUD pour ce forum-là, qui est un forum très important et sur lequel on peut construire pas mal de choses, peut-être pour la Tunisie. C'est clair et net, là, lorsqu'on parle de rapport des entreprises inclusives en Tunisie, il y a pas mal, là, c'est sûr. Et il est sûr qu'il y a pas mal d'entreprises qui n'ont pas connaissance, qui sont en train de faire l'inclusion de la population de bas âge, de base de pyramide, je m'excuse. Pour la simple raison, comme l'a dit ma collègue, Madame Waller, c'est que la réglementation n'est pas mise en œuvre convenablement ou même elle est plus ou moins absente ou bien incomplète pour la simple raison ou bien parce que il n'y a pas eu de fait, le législateur n'a pas fait participer les entreprises inclusives ou bien les entreprises qui sont en train d'œuvrer pour l'inclusion de cette population la plus pauvre. Donc, l'une des choses qu'il faut faire, c'est d'inclure ces entreprises-là pour la mise en place de réglementations de développement pour cette population-là. Aussi, c'est qu'il faut mettre en place une stratégie claire pour le développement de ce concept d'entreprise inclusive, là, touchant cette population en question. Le deuxième point qui est très important, c'est l'information et la communication concernant les entreprises inclusives en Tunisie. Là, il n'y a pas, on peut dire que la communication est un peu timide. Là, il faut l'améliorer pour qu'on puisse comprendre le concept d'entreprise inclusive. Accroître, bien sûr, cette communication, que ce soit pour les entreprises et même pour la population cible, pour qu'ils puissent connaître qu'il y a des entreprises inclusives qui sont en train de travailler pour les faire monter en compétences ou même améliorer leurs revenus ou bien leur niveau de vie. Et vers la fin, c'est de structurer et orienter les outputs de ces actions-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'orienter des outputs-là, c'est d'avoir des indicateurs, des impacts clairs et nets en suivant les ODD qui sont mis en place par les Nations Unies ou les ODD en question, les 17 ODD qu'il faut suivre et faire sortir les impacts et aider aussi les entreprises inclusives à comment faire sortir ces aspects-là. Là, c'est sûr, parce que l'une des choses qui manque, c'est que comment faire sortir ces impacts, parce que là, il y a pas mal d'entreprises qui sont en train d'œuvrer dans tout ce qui est axe social, économique, environnemental, et il n'y a pas suffisamment ils ne savent pas comment calculer ou bien faire sortir cet impact-là. Peut-être l'une des choses qu'il faut travailler aussi pour vraiment valoriser ces entreprises inclusives, et même pour nous, en tant que Daily Holding, ça va nous aider énormément côté impact et côté communication. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va, je pense, revenir à ce point-là en fin de panel, hein, parce qu'il va falloir aussi parler de ces défis, je dirais, et puis comment les surmonter. Mais voilà, je reviens vers Khaireddine pour avoir un peu son feedback, étant opérateur dans le secteur de la microfinance. Donc, un peu vos recommandations, mais rapidement, comme ça, ensuite, on ira sur vos expériences spécifiques. Merci, madame. Merci. Donc, je tiens d'abord à remercier le PNUD et BCTA pour cette invitation. Donc, moi, je représente Enda Tamwil, IMF de microfinance. Qui dit Enda dit 30 années d'inclusion. Au profit des personnes qui n'ont pas l'accès aux services bancaires classiques. Donc, c'est de l'inclusion financière à travers des services multiples qu'on va détailler par la suite. Mon feedback par rapport au rapport, c'est clair que la Tunisie elle a besoin de développer les entreprises inclusives pour booster son économie, surtout à ce stade-là. Mais quand on regarde et on analyse un peu l'écosystème, il est clair qu'il y a des choses à revoir pour que les entreprises puissent agir de manière plus efficace et apporter un impact social et économique au profit de la société tunisienne.
Très bien, merci beaucoup. Alors justement, maintenant, si je vais peut-être rester avec vous, Khairuddin, l'argent étant le nerf de la guerre, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc si on va un peu plus dans le détail, un peu plus dans le rôle véritablement de la microfinance. Donc dans quelle mesure on pourrait dire qu'elle constitue un levier ou qu'elle constituerait un levier important, parce que je dirais constituerait parce que c'est encore vraiment embryonnaire ce concept d'entreprise inclusive en Tunisie, mais dans quelle mesure elle constituerait un levier important de développement. Donc, si des entreprises inclusives en Tunisie, donc si on peut avoir un peu votre feedback du terrain. En fait, aujourd'hui, donc, la notion donc, d'entreprise inclusive est en vogue, elle est à la mode, mais quand on regarde un peu l'historique, donc, les ONG de microfinance ont commencé donc, à travailler donc, sur l'inclusion financière bien avant donc, le développement de ce concept. Pour ENDA, donc, son travail, c'est un travail de terrain auprès, donc, avec une proximité auprès donc, des personnes qui ont besoin vraiment d'appui financier et non financier pour accéder à des services multiples, que ce soit le microcrédit, la microassurance, les services digitaux ou l'accompagnement. L'action donc, de notre IMF, donc, si on mesure un peu, si on essaie un peu d'évaluer l'impact, il y a à peu près un cumul de 1 million de bénéficiaires qui ont pu accéder à nos services. Bien sûr, quand on parle d'inclusion, ceci donc s'aligne parfaitement avec nos performances sociales et environnementales qui sont le cœur de notre métier, de notre mission. Ceci à travers, bien sûr, un ciblage individuel et géographique. Quand je dis un ciblage individuel, c'est envers donc, les femmes, les jeunes qui cherchent à créer des startups ou bien le secteur agricole. Et quand je dis un ciblage géographique, c'est plutôt donc, vers les zones rurales ou les zones prioritaires et aussi donc, les zones donc, où on trouve donc, une population défavorisée. D'ailleurs, quand on voit où est-ce que nos agences sont réparties géographiquement et on le compare au niveau de vulnérabilité en Tunisie, on note bien que notre implantation elle est vraiment dans les zones dans la partie ouest, donc la Tunisie, le nord-ouest, le centre-ouest et le sud-ouest, là où il y a vraiment un besoin d'appui pour donc, dynamiser donc, l'économie et créer donc, de l'emploi. Évidemment, donc, pour aller vers pour réussir cette inclusion, il est important donc, à ce que donc, il y a une croyance, une certaine croyance, donc il y a des bonnes pratiques, disons, qui partent donc, du top management jusqu'au au front office pour vraiment mettre en œuvre donc, cette inclusion. Bien sûr, à travers des procédures spécifiques, des produits spécifiques pour pouvoir atteindre donc, la population cible. Alors, en matière vous parlez donc vous avez des cibles géographiques, bien entendu, en fonction du degré de vulnérabilité ou voilà. Mais comment vous mesurez votre impact? Parce que justement, si je reviens à Hatem qui a parlé tout à l'heure on n'a pas suffisamment de mesures ou d'outils de mesure d'impact. Donc, par rapport à la microfinance, comment vous mesurez votre impact concrètement sur le terrain pour voir si vous contribuez effectivement à l'inclusion? D'abord, donc, pour mesurer cet impact, il y a donc des indicateurs qui permettent en fait d'évaluer notre action sur le terrain afin de recenser les populations donc, atteintes en termes de nombre, en termes d'effectifs ou bien en termes donc, de capital investi, mais également en termes de qualité donc, de portefeuille pour comprendre si vraiment l'argent investi est en train d'apporter donc, des résultats ou pas. Donc, ça, c'est très important en fait à plusieurs niveaux en fait. C'est un niveau interne pour que les équipes sachent que leur action est en train vraiment d'apporter des fruits et de contribuer donc à des résultats, mais également vis-à-vis des bailleurs pour justifier en fait et pour démontrer que les actions mises en œuvre sont en train d'apporter des résultats.
Comme je l'ai annoncé, donc depuis que ENDA a commencé le programme de microcrédit, il y a à peu près 1 million de bénéficiaires avec un cumul de 2,2 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, ENDA compte 430 000 clients actifs et un encours de à peu près 400 millions, donc de 1200 millions de dinars. Évidemment, donc avec une bonne qualité donc de portefeuille qui traduit le bon ciblage des personnes donc servies, mais aussi donc l'adaptation donc des produits à des cibles bien spécifiques sur le terrain. Merci beaucoup. Ouellet, si je reviens vers vous et par rapport à ce que vous avez développé tout à l'heure sur, moi je dirais vraiment 2 mots-clés, je dirais même 3 mots-clés. La digitalisation, la jeunesse et la formation. Donc, je suis tentée de dire, est-ce que vous voyez là les 3 ingrédients vraiment qui pourraient constituer un catalyseur de l'inclusion en Tunisie et du développement des entreprises inclusives en Tunisie? Oui, il y a eu des parasites. Alors, je reprends. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé de digital, de la jeunesse. Et moi, je suis tentée de dire qu'il y a 3 mots-clés et 3 mots magiques, je dirais. La digitalisation, la jeunesse et la formation. Donc, dans quelle mesure ou comment vous voyez que ces 3 ingrédients pourraient être vraiment la recette un peu pour catalyser le développement des entreprises inclusives en Tunisie, de par votre expérience? Oui. En fait, quand on dit digital, le mot nous envoie à un marché international. Parce que dans le monde du numérique, il n'y a pas de frontières. Quand on veut travailler avec une entreprise qui est basée n'importe où dans le monde, c'est possible. Du coup, un ordinateur, une connexion Internet, ça nous donne accès à un marché international, pas seulement un marché local, un marché physique. Donc, quand on dit numérique, on dit ouverture sur l'international. Et du coup, c'est pas comme le secteur du textile ou bien du tourisme, c'est pas physique. Donc, on a accès grâce à un ordinateur, une connexion Internet, à plus d'opportunités économiques. Quand on dit aussi numérique, on parle aussi d'un accès à la monnaie étrangère, à des euros, à des dollars. Du coup, ça a un impact énorme, surtout qu'on entend tous les mois le nombre de jours qu'on a en la Saba. Déjà, le nom veut dire la monnaie difficile. Donc, oui. Oui, donc la devise, c'est quand on parle aussi de numérique, on parle de devises, on parle d'opportunités économiques à l'international, pas juste des opportunités locales. On parle d'export aussi. Et quand on parle de digital, on parle de natifs digitaux. Donc, on parle de jeunesse. La génération Y, c'est la première génération de natifs digitaux. C'est la première génération qui a grandi avec Internet, qui a eu accès au GSM, avant au GSM durant le lycée. Après, on a grandi avec Internet, en fait. Et on a eu accès à fur et à mesure à des opportunités ou à des outils qu'on a utilisés dans les mouvements sociaux, qu'on a utilisés en politique. Tous les mouvements jeunes dans le continent ont utilisé le digital pour exprimer leur colère. Donc, cet outil, le digital, je le compare parfois à un verre où on peut mettre de l'eau, on peut mettre Coca-Cola, on peut mettre tout. C'est un outil qui est neutre et on peut l'utiliser pour l'inclusion économique, pour l'inclusion sociale, pour l'inclusion politique, pour plusieurs types d'inclusion. Et quand on dit jeunesse, surtout dans la région, la jeunesse souffre d'une exclusion multidimensionnelle, essentiellement une exclusion économique. Et c'est comme ça qu'on a, en fait, c'était le point de départ pour créer WeCode.
pour donner une alternative d'apprentissage pour que cette jeunesse soit outillée pour s'ouvrir sur des marchés internationaux et avoir des clients à l'international, pour encaisser de l'argent en euros et en dollars sans qu'on l'arrête aussi, et pour justement s'épanouir économiquement. Et quand on a commencé, ça fait 6 ans qu'on a commencé, on a fait on avait une mission d'éducation, éduquer les jeunes sur terrain, éduquer les décideurs à l'international, éduquer les décideurs tunisiens pour justement présenter cette opportunité et avoir des preuves, avoir un impact calculé pour dire, voilà, on a testé avec 8 jeunes, on a réussi à avoir 8 jeunes qui sont au chômage, qui sont passés à des jeunes autonomes, que ce soit en devenant freelancers, que ce soit en lançant leur propre projet, que ce soit en devenant même des formateurs dans leur région. Donc, chaque année, on faisait du terrain, beaucoup de terrain. Si vous allez sur Google, vous écrivez WeCodeland, il y aura des photos avec des amphis, plein de jeunes, des centaines carrément de jeunes dans toutes les régions qui sont en train d'apprendre comment utiliser cet outil magique pour se faire de l'argent, donc pour être économiquement et financièrement épanoui. On a travaillé aussi sur le changement des lois, sur, comme j'ai dit, l'éducation des acteurs et des décideurs nationaux et internationaux, sur l'opportunité que cache cet outil magique. On a fait du plaidoyer auprès avec beaucoup d'acteurs, pas seulement nous. On a fait du plaidoyer auprès de la Banque centrale pour avoir la carte technologique le 15 mai 2015. On a fait beaucoup de plaidoyer pour le Startup Act, qui est un cadre légal qui donne à cette jeunesse, qui permet à cette jeunesse d'être acteur et partenaire du changement en Tunisie, que ce soit changement économique ou autre. La carte technologique, par exemple, on a eu en 2015 l'opportunité de l'avoir, sa création carrément. Cette carte, tout le monde sur le plan international se demande c'est quoi la carte technologique, et on a tout le temps, on est obligé tout le temps d'expliquer qu'on ne peut pas payer, par exemple, avoir un compte sur Google Store si on n'a pas de carte technologique. C'est une invention purement tunisienne pour permettre à cette jeunesse justement d'avoir accès à ce monde numérique international. La carte technologique, on a commencé avec 1000 dinars pour les individus. Il faut juste avoir le bac. 10 000 dinars pour les entreprises. Après, on est passé avec le label Startup à 100 000 dinars. Ce n'est pas encore suffisant parce qu'il y a plusieurs startups qui sont à un niveau de growth, de croissance internationale. Par exemple, nous, on doit passer à l'international. Il y a toujours des contraintes, des blocages pour bancaires et financiers pour justement passer notre impact dans d'autres pays, en Libye, en Algérie ou dans d'autres pays, mais l'opportunité, elle est toujours là. Je vais revenir sur, avant de revenir sur ça, mais à WeCode, on mobilise des entreprises. Par exemple, notre partenaire Sofrecom, ils offrent des bourses pour des jeunes, pour ceux qui ne peuvent pas se payer une formation en Angular ou au Symfony, qui sont des langages demandés, très demandés même par le marché. Donc, on a des partenaires, des entreprises, Orange aussi. On a beaucoup de partenaires entreprises qui prennent en charge des bourses pour ces jeunes, pour faire la montée en compétences. On est aussi partenaire avec l'Organisation internationale de la migration, l'Organisation internationale du travail. On était même à Genève pour plaider pour que WeCode soit une solution pour la jeunesse africaine, pour l'inclusion économique de toute la jeunesse, enfin pas de toute, mais d'une bonne partie de la jeunesse africaine. Donc, là, je reviens sur la mesure d'impact. En fait, je pense qu'en Tunisie, il y a une structure qui s'appelle Impact Partner, qui ont développé un outil d'Impact Measurement System. Donc, on peut faire appel, et je pense qu'il y a deux possibilités, soit faire appel à eux pour mesurer l'impact et définir
des critères de mesure d'impact, chacun dans son secteur. Et il y a aussi l'opportunité de former les collaborateurs et former quelqu'un dans votre équipe sur le Impact Measurement System. Il y a aussi il y a une autre initiative qui a été lancée par the IFC, the International Finance Corporation, durant le annual meeting à Washington. Il y a plusieurs entreprises, plusieurs fonds d'investissement en fait, qui ont signé une sorte de charte, un protocole pour être le plus inclusif possible. Et je pense qu'ils font quelque chose de similaire en Tunisie. Il faut explorer, peut-être explorer. Alors, on reviendra donc juste effectivement tout à l'heure sur les pistes, justement, pour pouvoir développer et vraiment cadrer et développer ce secteur-là. Alors, Hatem, de votre expérience, donc, parce que on parle de Délices comme une entreprise inclusive. Alors, dans quelle mesure et comment vous fonctionnez justement pour rentrer dans sous cette casquette, je dirais. Très bien dit, merci Madame Asma. Réellement, là, avant de commencer, il faut connaître c'est qui Délices Holding. Délices Holding, c'est une entreprise qui travaille dans le secteur agroalimentaire et plus précisément dans le secteur de l'industrie laitière. On a commencé notre approche en tant qu'entreprise inclusive depuis 6 ans. Oui, si vous pouvez vous poser la question, depuis 6 ans, qu'est-ce que vous avez fait? On a commencé par faire des diagnostics au niveau de toute la chaîne de valeur lait. Lorsqu'on parle de la chaîne de valeur lait, il y a les différents maillons, les 4 grands maillons les plus importants. Là, je vais commencer de l'aval à l'amont. Donc, il y a le consommateur, il y a les centrales laitières, il y a les centres de collecte de lait et bien sûr les producteurs de lait qui représentent le BOP. On a commencé, bien sûr, notre approche, ça a été une approche inclusive pour avoir une relation win-win avec tous les maillons, les différents acteurs de la chaîne de valeur lait. On a commencé par nous-mêmes. Là, lorsqu'on parle de nous-mêmes, ce sont nos centrales, nos usines. On a commencé à les implanter dans les zones défavorisées. Là, lorsqu'on parle de zones défavorisées, il y a le nord-ouest, le centre-ouest et le nord-est. Ce sont les 3 zones où le taux de pauvreté est très élevé. On parle de 28% et de 30% de taux de pauvreté. Donc, lorsqu'on a implanté nos usines là-bas, c'est pour développer et faire revivre l'envie de faire la production d'élevage bovin laitier. Par la suite, on a passé au deuxième maillon, c'est le maillon des centres de collecte de lait qui sont nos partenaires. Et là, on travaille avec 85 à 86% des centres de collecte de lait en Tunisie. On les a aidés à mettre à niveau leur centre de collecte côté consolidation de capacité de stockage de lait. Là, on parle de capacité de froid, de capacité de transport pour faire le transport de leur centre de collecte vers nos usines. Et bien sûr, ça à travers des crédits que Délices Holding donne à 0% intérêt pour qu'ils puissent vraiment faire face et travailler convenablement dans leur zone. Par la suite, on est passé à l'étage, là je dis le plus difficile, le plus démuni et le plus pauvre. Là, je dis tout ça parce que c'est l'étage où tout le monde est en train de peut-être écarter ou même essayer d'oublier. Mais lorsqu'on a fait notre diagnostic, on a vu que 85% des producteurs de lait en Tunisie sont de petits producteurs. Là, on parle de personnes qui sont pauvres, qui ont un revenu très, très faible. Donc, on a commencé à faire pas mal d'actions. Les actions qu'on a fait, on les a fait à travers des partenaires fiables et solides. La première chose qu'on a commencé, c'est de faire des formations et un renforcement de capacité pour ces producteurs-là. Et là, lorsqu'on parle de renforcement de capacité, il y a 2 types. Il y a le type tout ce qui est managérial et entrepreneurial. Là, c'est à travers une formation qui est la formation Farm Business School. En traduction en français, c'est l'école d'entrepreneuriat agricole qu'on a fait en collaboration avec notre partenaire, la GIZ. La deuxième type de formation, c'est une formation purement technique. Là, on parle d'une formation de bonnes pratiques d'élevage pour cette population démunie. Par la suite, on est passé à l'introduction d'innovation. Et là, lorsqu'on parle d'innovation, c'est l'innovation au nouveau matériel utilisé pour les producteurs de lait.
sous forme de mini-tanks de refroidissement pour améliorer la qualité du lait et par la suite améliorer les revenus. Il y a aussi les abreuvoirs automatiques qu'on distribue gratuitement pour les producteurs qui adhèrent à nos projets de développement, que je vais parler par la suite. Et aussi, on a commencé, ça fait une année, d'introduire le côté environnemental. Et là, on parle de photovoltaïque et l'utilisation d'énergie verte qui est énergie verte et clean. Voilà. La chose qu'on a commencé avec 2 projets qu'on appelle projets de développement, oui, c'est vrai, mais nous, en tant que Délices et avec nos partenaires, on l'appelle les projets de capacitation économique. Là, ce sont des projets qu'on a mis en œuvre avec nos 2 partenaires. La première, c'est une institution de microfinance qui est la Zitouna Temkin. Et le deuxième projet, c'est le projet avec Atijeli Bank, qui est une banque. Là, on a 2 types de populations. Ce sont 2 populations vraiment démunies qui n'ont pas accès au financement. Comme je l'ai dit au début, c'est qu'on a fait un diagnostic. Le diagnostic a montré qu'il y a un problème de financement pour ces producteurs, pour cette tranche de personnes. Donc, on a essayé de faciliter l'accès au financement pour ces producteurs-là à travers des conventions tripartites. Là, pourquoi on parle de projet de capacitation économique? Parce que là, la boucle est bouclée. Il y a l'écoulement du produit à travers les centrales laitières. Il y a le financement à travers les banques ou bien les AMF qui sont nos 2 partenaires. Il y a aussi la subsistance de ces producteurs-là dans la vie et pour avoir un projet durable, viable. Et bien sûr, tout ça, on assure l'accompagnement de nos producteurs qui adhèrent à nos projets de capacitation économique par l'accompagnement continu et par l'encadrement avant le financement, pendant le financement et après le financement. Là, notre objectif, c'est vraiment d'avoir ces producteurs-là qui sont la base de la pyramide, la base la plus basse de la pyramide, c'est d'avoir un projet viable, durable et économiquement rentable. Voilà, c'est ce qu'on a fait en tant qu'entreprise inclusive en Tunisie dans la chaîne de valeur lait. Très bien, merci beaucoup. Je vais peut-être, Hatem, rester avec vous justement par rapport maintenant, si on passe au défi, au développement des entreprises inclusives. Là, vous avez parlé, Khaireddine Ouellet, aussi souvent revenu, ces problèmes, je dirais, ou ces obstacles réglementaires, principalement, enfin, je dirais réglementaires d'une manière générale, la réglementation, l'accès au marché et même aussi la réglementation financière et aussi le lien entre le digital et la finance, le monde du digital et le monde de la finance qui aujourd'hui, enfin beaucoup estiment aussi que, Ouellet l'a sous-entendu également, que le retard accumulé en Tunisie est aussi lié à la réglementation, à une réglementation qui est assez, je dirais, conservatrice. Donc, et puis il y a aussi un problème je dirais, d'accès à l'information, de formation de manager. Donc, il y a pas mal de défis. Et vous avez parlé tout à l'heure de mettre en place une stratégie claire de communication. Il faut aussi mettre en place un système de monitoring, de mesures d'impact, etc. Moi, j'aimerais vous poser la question, qui devrait faire ça, selon vous? Là, juste, je reste avec Hatem, mais peut-être que aussi, je serais heureuse d'avoir les interactions de Ouellet et Khaireddine. Quelle est la responsabilité de chacun? Est-ce que c'est l'État qui doit tout faire? Quel est le rôle aussi, je dirais, peut-être du secteur privé pour pousser aussi vers les entreprises inclusives? C'est-à-dire, voilà. Donc, ces défis, qui peut les surmonter? Qui peut changer les choses? Est-ce que c'est toujours un seul intervenant qui est l'État ou est-ce que c'est un travail commun ou concerté entre plusieurs acteurs? Là, je vais me référer à une citation qui est très, très reconnue, c'est que le changement est en nous. Et si on dit le changement est en nous, c'est qu'on doit commencer par exemple, lorsque je parle de Délices Holding, on parle de le changement en nous, c'est on doit commencer, et on a commencé à faire ça, de chercher et commencer à calculer ou bien faire sortir les impacts nécessaires des actions qu'on est en train d'entreprendre. Bon, on ne peut pas cacher, c'est qu'une entreprise privée, le premier impact qu'elle cherche, c'est un impact économique. Et là, c'est très facile à faire sortir.
Il y a l'impact environnemental qui est très bien développé parce qu'on est en train de travailler même au niveau de notre top management qui œuvre pour travailler le côté environnemental. Le côté social, on peut faire sortir les impacts, quelques impacts de côté social. Mais là, peut-être qu'il faut aussi avoir l'appui ou bien, je ne sais pas là, que ce soit de l'État ou même si ce n'est pas l'État, pourquoi pas avec les organismes internationaux. Le cas qu'on est là, c'est avec le BCTA, avec le PNUD aussi, de nous épauler et de vraiment avoir un style ou bien comment faire sortir les impacts, tous ces impacts-là avec une approche internationale. C'est pour cette raison que j'ai fait référence aux ODD. Il faut travailler là-dessus pour faire sortir les impacts utiles et les impacts vraiment nécessaires des actions qu'on est en train d'entreprendre. C'est sûr, en tant que Daily Holding, on ne peut pas peut-être avoir tous les outils nécessaires, on peut s'épauler. Là, d'un côté. D'autre côté aussi, c'est que vous avez parlé de la réglementation. La réglementation, elle existe en Tunisie, mais malheureusement, c'est l'application, elle est un peu difficile. Comme l'a dit mes deux collègues, c'est qu'elle est un peu rigide. De un. De deux, il n'y a pas d'implication des parties prenantes réellement, comme nous, les entreprises inclusives, pour avoir notre avis réel, comment on peut avancer avec ça. Il y a pas mal d'idées. Il y a par exemple là, il y a des incitations financières qui peuvent être mises en place. Il y a des incitations fiscales qui peuvent être mises en place pour qu'on puisse vraiment booster les entreprises inclusives en Tunisie et vraiment avoir une panoplie d'entreprises inclusives en Tunisie. Et là, ça va faire vraiment monter notre économie et la distribution, comme on dit en Tunisie, de richesses sur tout le territoire, même dans le territoire intérieur. Je m'excuse en arabe, mais le territoire. Les régions défavorisées de l'intérieur. Voilà, exactement. Il y a le dernier point, c'est la communication. Ce qui est sûr, là, les entreprises inclusives en Tunisie n'ont pas. Il n'y a pas de. Ce concept-là, malheureusement, il n'est pas très bien connu. C'est comme vous l'avez dit. Donc, comment faire pour communiquer convenablement sur ces entreprises inclusives? Là, peut-être, il faut mettre en place, l'État doit mettre en place une stratégie pour clarifier les choses concernant les entreprises inclusives pour qu'elles puissent vraiment avoir, que ce soit des lois ou bien un canal ou bien quelque chose pour communiquer là-dessus, pour vraiment connaître les institutions ou bien les entreprises qui sont inclusives et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour cette population de BOP. Et avoir une connaissance là, parce que si on peut avoir une connaissance, pas mal de choses peuvent changer. On peut avoir des alliés, des partenaires, faciliter le travail pour ces personnes-là, et avoir des actions vraiment réelles et dans un laps de temps qui est court, parce que les actions qu'on est en train de faire, vu la législation qu'on a, elles nous limitent et elles nous stoppent un tout petit peu pour qu'on puisse avancer. Merci beaucoup. Merci Hatem Ouellet. Je sens que vous vouliez aussi intervenir et voilà, donner un peu votre avis sur peut-être la même question, hein, et après je vous laisse libre d'interagir sur les défis et les obstacles. Quant à la question, c'est le rôle de qui? Je pense que c'est le rôle des agences de développement et des États. C'est pas le rôle du secteur privé. Déjà, nous, on essaie d'être le plus inclusif possible par responsabilité sociétale, par empathie, c'est pas du tout le rôle du privé de faire que ce soit l'advocacy, le plaidoyer, la communication. Je pense que les agences des Nations Unies, les États et autres agences de développement, c'est leur rôle. C'est le rôle de rendre les choses plus faciles pour les entreprises inclusives. Et j'aimerais rebondir sur quelque chose d'important. C'est la définition, c'est quoi la différence entre un business social, un social business, une entreprise sociale, et un business inclusif? Parce que j'ai eu parfois comme retour, c'est le néolibéralisme, c'est juste des excuses ou bien
pour cacher le capitalisme des entreprises, on se dit, voilà, on a un département RSE ou bien on est là pour être inclusif. Comment faire la différence entre le vrai et le faux? Qui est-ce qui est là réellement? C'est un business qui est inclusif ou bien c'est une entreprise à mission ou qui utilise l'entrepreneuriat pour faire de l'impact et qui utilise l'impact pour se faire de l'argent. Donc, je pense que c'est l'une des choses qu'on doit garder en tête en travaillant sur ça. Et voilà, that's all. Merci, Waleh. Khaireddine. J'aimerais rebondir sur ce point intéressant, important, pertinent, donc révélé par Madame Waleh, donc relativement donc à cette notion donc d'entreprise inclusive qui de nos jours devient une sorte de slogan, et pas mal d'entreprises donc cherchent à s'acquitter de ce slogan pour donner une belle image, pour qu'on voit la vue en rose et on dit voilà telle ou telle entreprise est en train vraiment d'apporter du bien. Mais quand on regarde un peu la situation économique de notre pays, à la fois économique et sociale, il y a un écart qui se creuse entre une zone côtière, là où il y a plus d'opportunités, et une zone de l'intérieur, là où les chances donc, de réussir pour un jeune ou pour créer son entreprise sont vraiment très minimes. Et même quand on fait du terrain et on essaie de voir ce qui s'est passé au bout de 10 ans, on note bien qu'il n'y a pas eu vraiment de vrai changement. Moi, je crois qu'on ne peut pas faire du social, à moins qu'on soit riche et on veut le faire vraiment de manière philanthropique, disons. Mais si on veut vraiment faire du social, il faut que ça soit vraiment couplé à une activité business qui à la fois crée de la richesse et en même temps qui permet de dupliquer ce modèle, ce business model ailleurs, donc à plusieurs niveaux. Je trouve que de par notre expérience dans le microcrédit, qui elle suscite parfois des critiques, on le sait très bien, mais c'est un business model qui permet en fait aux personnes d'améliorer leurs conditions de vie, d'avoir accès donc non seulement au financement, mais à l'éducation, d'améliorer leurs conditions de vie, de créer également leur entreprise. Enda, par exemple, elle a tout un programme pour appuyer les jeunes à travers donc, un accompagnement qui part de l'idéation jusqu'au développement du business plan. Puis Enda Tamwil, elle finance le jeune pour créer son projet. Donc des milliers de projets ont vu le jour grâce donc, à cette approche-là. Bref, donc je crois que l'évaluation de l'impact est très importante, pas seulement pour dire voilà, nous sommes une entreprise inclusive, mais aussi pour contrôler que l'entreprise est en train de s'aligner à sa mission sociale pour atteindre donc ses objectifs. Mais même si on a une mission sociale, la mission financière elle est importante pour garantir la pérennité de cette entreprise-là. Sinon, on ne peut pas durer, on ne peut pas continuer à croître. Absolument. Merci beaucoup, Khaireddine. Peut-être que là, il nous reste un tout petit peu plus que 5 minutes max. Je vais prendre une question qui a été posée par l'audience et si vous pouvez interagir, mais vraiment 1 minute chacun, si possible, avant de conclure. Donc, je vais poser la question telle qu'elle est posée. Hein. Compte tenu donc de la situation actuelle, si vous pouvez définir quel serait le besoin le plus urgent aujourd'hui, selon vous, pour pouvoir développer l'inclusive business ou les entreprises inclusives, donc à grande échelle en Tunisie. Oui, on a dit quelque chose de pertinent tout à l'heure. On a dit l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, je pense que on peut résumer ça dans injecter de l'argent dans des entreprises inclusives, que ce soit à travers de l'investissement, à travers des dons, à travers des mécanismes de financement, mais appuyer et injecter surtout de l'argent dans les entreprises inclusives. Et quand on dit aussi injecter de l'argent, que ce soit pour les organismes de développement, l'État,
pour l'État ou bien pour les entreprises. Ça veut dire en termes d'investissement. Par exemple, dans la loi qui a été votée, il y a eu une partie sur la création de fonds d'investissement dédiés aux entreprises sociales. Et il y a de la défiscalisation. Une fois on a le label, on peut mobiliser des fonds dans ce sens. Et ceux qui ont des capitaux en Tunisie, Ras Mel Ouattani, peuvent investir et être défiscalisés par rapport à ça en injectant justement de l'argent dans des entreprises sociales. Comme ça, on peut les aider à grandir. Voilà. Merci, merci Walé. Oui. Si vous permettez, moi je rajouterais, je dirais qu'il faudrait vraiment faciliter donc, aux personnes donc, de créer d'entreprises. Donc, il faut lever toutes ces barrières bureaucratiques qui vraiment bloquent toute initiative personnelle et privée, d'une part. Et d'autre part, je pense aussi qu'il faut vraiment inculquer cet esprit d'entrepreneuriat social au niveau des universités. Il faut que les jeunes aient cette culture. Contrairement à notre génération, il faut qu'il y ait cette culture dans l'état d'esprit. Une fois qu'ils aient leur diplôme, ils pensent vraiment à développer leur projet et non pas à s'attendre à un poste dans l'administration publique qui ne viendra jamais. Donc voilà, je pense que ça, c'est toute une culture qu'il faut inculquer, bien sûr, avec un écosystème favorable, là où tous les acteurs collaborent ensemble et travaillent en synergie. Merci beaucoup. C'est Hatem. Un petit mot avant que je fasse un peu la conclusion. Vous êtes en mute, je pense. Oui, exactement. Ça se résume en 3 points. Là, le premier point, c'est que la réglementation est un peu fluide et n'est pas rigide. Le deuxième point, c'est le financement. Là, c'est vrai, peut-être sous forme d'incitation fiscale ou bien financière. Et la troisième chose, c'est de communiquer à très large échelle concernant les entreprises inclusives pour les aider à se développer par la suite. Très bien, merci beaucoup. Merci infiniment à nos panélistes. Merci Walé, merci à Hatem Khaireddine pour cette discussion très, très enrichissante. Merci à toute l'audience qui a suivi cette session. Je pense que voilà, les recommandations ou les points, je dirais, à la fois de blocage et voies pour débloquer et encourager le développement de l'entreprise inclusive sont revenus plusieurs fois dans la discussion. Hein. C'est principalement, je dirais, l'accès au financement, ça c'est clair. Donc là, vraiment, donc le rôle du système bancaire et financier, microfinance, oui, essentiellement, mais également penser à d'autres outils de financement, à la finance alternative comme un moyen aussi de donner les liquidités nécessaires à ces entreprises et à la base de la pyramide, je dirais. Le deuxième principal gros bloc auquel il faudra aussi s'attaquer, c'est la réglementation. Et quand je dis réglementation, je pense, c'est la réglementation suivie de ces textes d'application, autrement il n'y aurait pas d'efficacité effectivement, mais c'est aussi la réglementation financière qui permet de faciliter le travail à ces populations-là. Et là, je lis aussi directement à l'innovation, aussi bien à l'innovation financière en termes de nouveaux produits de financement, mais aussi au support qui permet d'utiliser ces produits financiers, c'est-à-dire le digital. Et donc, tout ce qui est lié à la finance digitale et au fintech d'une manière générale. Et ensuite, surtout aussi, la mesure d'impact, l'impact sur le terrain, l'impact à moyen terme, à long terme, et le rôle des structures de formation, le renforcement de capacité et le rôle des universités. Merci beaucoup, merci, c'était un plaisir et à très bientôt. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.